Salut. Salut! Chut. Comme vous venez de le constater, il existe plusieurs façons de s'exprimer. La façon molle et la façon énergique. Quand on arrive à faire la différence entre et, c'est qu'on commence à comprendre ce que c'est que l'énergie. Explication. L'électricité. Le soleil. Bah, physique. La lumière. Quand par exemple on a beaucoup d'énergie, c'est qu'on est vif. Bah, musculaire, quoi. Quand on en a moins, on est plus... on est fatigué. Bien. Tout cela est fort intéressant, mais il existe sans doute une autre définition. Robert, venez mon petit, venez. Énergie. Force en mouvement. L'énergie, c'est ce que possède un système capable de fournir un travail. Donc avec de l'énergie, on peut faire un travail. Et vice-versa, pour faire un travail, il faut de l'énergie. Démonstration. Bon, l'énergie. Le travail qui vient d'être présenté résulte de la puissance musculaire des participants. Et pour le réaliser, ils ont dû prendre des forces, en puisant au préalable dans différentes sources d'énergie. Des frites. Des champignons. De la viande, Des glaces. Des hamburgers. de la bonne viande. Le foie, les haricots et les huîtres. J'aime bien manger de la viande. Des œufs, des omelettes, des œufs gobés, des œufs à la coque. Comme vous avez pu le constater, l'énergie ne vient pas toute seule. Elle a toujours besoin d'être puisée quelque part. Et c'est comme ça pour toutes les formes d'énergie depuis le début des temps. Au début des temps, tout le monde puise son énergie dans le soleil. Les plantes qui captent son énergie pour se développer, les animaux qui mangent les plantes ou se mangent entre eux, et les Homo sapiens qui mangent les plantes et les animaux. Pendant très longtemps, on ne fait pas grand-chose de plus, et finalement, cela représente une très faible quantité de travail, donc d'énergie. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué, parce que les hommes ont inventé des milliers de choses pour se simplifier la vie. Des moyens de transport pour aller plus vite et plus loin, des appareils très sophistiqués pour améliorer leur confort, des usines pour fabriquer tous les appareils et des appareils pour fabriquer les usines. Et bien sûr, tout cela représente une gigantesque quantité de travail, donc d'énergie dépensée. Et c'est cet appétit d'énergie qui a fait qu'on est passé du soleil au bois, puis du bois au charbon, au gaz naturel, au pétrole et au nucléaire. Et c'est cette course à la conquête, à la possession et à la maîtrise de toutes les énergies qui guide depuis toujours l'histoire de l'humanité et que l'on appelle le progrès. Allez, salut et que l'énergie soit en vous. Salut et que l'énergie soit en vous. Bien, avant de commencer, j'aimerais vous parler de ça. Ça, c'est le premier choc pétrolier, en 1973. Et ça, c'est le deuxième choc pétrolier, en 1979. Tout le monde a entendu parler des chocs pétroliers. Mais est-ce que tout le monde sait ce que c'est au juste? La baisse du pétrole. La baisse du pétrole. La hausse. Non, quand il y avait... Ouais. La hausse. Ben non, la baisse, c'est comme une crise un peu. Non, c'est la hausse. C'est quand ça a trop... Quand on a trop. monté. Bon, eh bien, je crois qu'une petite mise au point s'impose. Donc, l'histoire se passe sur Terre au début des années 70.
Le pétrole, on le trouve sous terre. Mais il n'y en a pas partout sur terre. Sous terre. Enfin bref, du pétrole, il n'y en a pas partout. Il y a des pays qui en ont et des pays qui n'en ont pas. Ou très peu. Et comme par hasard, c'est justement ceux qui n'en ont pas qui en consomment le plus. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ils en achètent à ceux qui en ont. Logique. Jusque-là, tout va bien. Jusqu'au jour où, en 1973, les pays exportateurs, ceux qui en ont, décident d'augmenter considérablement le prix de leur pétrole. Du coup, les pays importateurs, ceux qui en consomment beaucoup sans en avoir, risquent de se retrouver considérablement appauvris s'ils continuent à en acheter autant. Et pourtant, ils ne peuvent pas s'en passer. Sans énergie, tout s'arrête. Tous les équilibres économiques sont bouleversés sur toute la planète. C'est la crise. Et le pire, c'est que ça recommence 6 ans plus tard. Et la violence de ces chocs est telle qu'on continue encore d'en ressentir les effets aujourd'hui. Oh, la crise! Et oui, la crise. La crise parce que justement, il est impossible de dissocier l'énergie, toutes les énergies, de l'économie. Et c'est pour ça qu'en 1973, à cause du prix du pétrole, notre économie commence à avoir de sérieux problèmes. Du coup, on n'a plus qu'une idée en tête, économiser le pétrole à tout prix. Mais je vous vois venir. Vous allez me dire, le pétrole, même à l'époque, ce n'était quand même pas la seule source d'énergie. Le pétrole, mais à l'époque, c'était quand même pas la seule source d'énergie. Très bonne remarque. C'est vrai que l'on ne fait pas tout avec le pétrole. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il existe une autre forme d'énergie très importante, l'électricité. On peut faire un tas de choses avec l'électricité. D'ailleurs, on en consomme beaucoup. Le problème avec l'électricité, c'est qu'on ne la trouve pas comme ça, prête à l'emploi, en creusant la terre. Non. L'électricité, il faut la fabriquer. Explication. Albert? Bon. Le pétrole, comme le charbon ou le gaz naturel, est une énergie primaire. C'est-à-dire qu'une fois qu'on l'a extrait, on peut l'utiliser directement pour faire fonctionner des machines ou des véhicules. Bon. L'électricité, par contre, elle, est une énergie secondaire. C'est-à-dire que pour la fabriquer, on a besoin d'utiliser au départ une énergie primaire. C'est comme la dynamo d'une bicyclette. Pour avoir de l'éclairage, il faut rouler. Et donc utiliser au départ l'énergie primaire qu'est la force musculaire. Et si on arrête de pédaler, eh bien, plus d'électricité. Pour produire de l'électricité à plus grande échelle, le principe est le même, mais en plus grand. On doit pouvoir faire tourner une énorme turbine, et pour la faire tourner, il faut de l'énergie. Plusieurs possibilités. La première consiste à utiliser la force de l'eau. On construit un barrage pour retenir l'eau. Puis, on libère une partie sur la pente, et son poids fait tourner la turbine en passant. C'est le procédé hydraulique. Et c'est l'eau qui tient lieu d'énergie primaire. Deuxième procédé, le thermique. Cette fois, on utilise une source de chaleur pour fabriquer de la vapeur qui actionne la turbine en se libérant. Et pour obtenir cette chaleur, on utilise des combustibles comme par exemple le pétrole. Eh oui, le pétrole. J'en étais sûr. L'incontournable pétrole. Mais attention, on peut utiliser aussi le charbon, le gaz naturel, et puis, une technologie assez nouvelle à l'époque, la réaction nucléaire à partir du minerai d'uranium. Voilà donc les principaux procédés de production d'électricité et les énergies primaires qu'ils nécessitent.
Bien, maintenant que nous avons vu comment et surtout avec quoi on peut produire de l'électricité, retournons un instant en 1973. Oh, la crise. Justement, parlons-en de la crise. Et tout d'abord, faisons un point sur la part du pétrole par rapport à l'électricité, là, en 1973. Le pétrole en utilisation directe entre les voitures, les camions, les trains, les avions, les bateaux et l'industrie, par rapport à l'électricité, oui, ça fait plus de la moitié. Bon, et l'électricité, avec quoi la produisez-vous? Un peu d'hydraulique, un peu de charbon, un peu de gaz, et un tout petit peu de nucléaire. Et le reste? Du pétrole, j'en étais sûr. Mais c'est formidable, ça. Ah bon, vous trouvez? Eh oui! Bien, parce que si on peut difficilement économiser le pétrole dans son utilisation directe, pour fabriquer de l'électricité, par contre, on sait qu'on peut le remplacer. Il existe plein de solutions. L'eau, par exemple. C'est pas l'eau qui manque en France. Il n'y a qu'à construire des centrales hydrauliques. Oui, mais le problème, c'est qu'elles existent déjà, ces centrales. Oui, en 73, la plupart des sites utilisables sont déjà équipés. Ah bon? Eh bien... Le gaz. On a du gaz en France. Du gaz? Oui. Oh, on en a eu. Mais on en a de moins en moins. Faudrait l'acheter ailleurs. Comme le pétrole. Ah. Et le charbon? La voilà la pollution, la solution. Le charbon, c'est pareil. Les réserves s'épuisent, et puis il faudrait creuser de plus en plus profond pour en trouver. Et c'est vrai que, pour l'instant, ça pollue pas mal. Bon. Eh bien, si l'on veut se passer du pétrole, je crois qu'il nous reste plus beaucoup de choix. Eh oui, c'est à peu près comme ça qu'en 1974, pour faire perdre du terrain à ce pétrole qui coûte si cher, la France a décidé de se lancer dans un vaste programme électronucléaire. Aujourd'hui, la part du pétrole en utilisation directe n'a pas beaucoup changé. Mais pour ce qui concerne la production d'électricité, son recul a été considérable, en particulier au profit de la technologie nucléaire. Oh, c'est cool! En marge de ce duel sans merci entre le pétrole et l'électricité nucléaire, l'aventure énergétique continue. Les problèmes liés à l'environnement se font de plus en plus pressants. On développe d'importantes recherches en direction de l'énergie solaire, de l'énergie éolienne, de la géothermie. On cherche à imaginer de nouvelles techniques qui permettront de brûler proprement le charbon ou d'autres énergies fossiles. Et on continue de réfléchir aux moyens de produire une énergie efficace, économique et inoffensive. Ce qui advient avec l'énergie, c'est qu'on n'a jamais le temps de s'ennuyer. L'aventure ne s'arrête jamais. Allez, salut et que l'énergie soit en vous. C'est au cœur du réacteur que se situe la réaction en chaîne exothermique de fission des noyaux qui transfère ces calories au fluide caloporteur pressurisé circulant grâce aux pompes primaires pour échanger ces calories. Stop là. Vous n'auriez pas la version française des fois? La version française? Bah oui. Bien. On peut effectivement envisager les choses sous un autre angle. Prenons une gazinière, une marmite, de l'eau, un couvercle et du feu. Et nous disposons des éléments nécessaires à la compréhension du fonctionnement d'une centrale thermique. Donc, que se passe-t-il? L'eau bout sous l'effet de la chaleur et elle se transforme en vapeur. C'est-à-dire qu'elle passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et il se trouve que la vapeur se détend. C'est-à-dire qu'elle prend plus de place dans la marmite. Donc, que se passe-t-il? Couvercle ou pas, elle s'échappe. Et rien ne peut l'arrêter. Vous pouvez poser par exemple un pachyderme sur le couvercle. Elle passera quand même. C'est comme ça, c'est physique.
Et c'est comme ça qu'on a eu l'idée d'utiliser cette force pour faire avancer des autos, des locomotives et pour faire tourner des turbines géantes pour produire de l'électricité. C'est mieux là? C'est plus clair? Ouais, la marmite, ça va. En me concentrant, j'arrive à suivre. Par contre, ce que je vois moins, c'est le rapport avec une centrale nucléaire. C'est pourtant simple. Pardon? Voyons d'abord le système de chauffage. Vous avez une gazinière. Dans les centrales thermiques classiques, c'est pareil. On utilisera du gaz, comme vous, là, ou alors du charbon ou du pétrole. Et dans les centrales nucléaires, on brûle de l'uranium. Pas vraiment. Pour être précis, c'est la fission du noyau d'uranium entretenue par une réaction en chaîne qui dégage de la chaleur au cœur du réacteur. C'est une réaction nucléaire. Et pourquoi l'uranium? Parce que 1 gramme d'uranium représente l'équivalent en énergie de 10 tonnes de charbon. Le minerai d'uranium est traité et se présente sous forme de pastilles qu'on empile dans des tubes étanches. Il faut environ 250 tubes pour constituer un élément combustible de 4 mètres de haut. La réaction commence et la chaleur qu'elle dégage est récupérée pour chauffer un circuit d'eau qu'on aura mis sous pression pour l'empêcher de bouillir et qui va donc atteindre des températures considérables. Cet ensemble est appelé circuit primaire. C'est la source de chaleur, l'équivalent de votre gazinière, là. Oui, bon, la gazinière, ça va, mais la marmite, où est-ce que je la retrouve dans votre centrale? La marmite, la voilà. C'est le générateur de vapeur. Une énorme cuve remplie d'eau qui va immédiatement se transformer en vapeur grâce à la chaleur produite par le circuit primaire. La vapeur sous pression a donc besoin de s'échapper. Elle s'engouffre dans un système de tuyauterie et comme rien ne l'arrête, elle fait tourner au passage d'énormes turbines qu'on a installées sur son parcours et qui entraînent à leur tour les alternateurs qui vont transformer ce mouvement en électricité. Et quand toute l'eau s'est évaporée, tout s'arrête. Non, toute la vapeur est récupérée. Lorsqu'elle a traversé et actionné les turbines, elle est dirigée vers un condenseur où elle est refroidie pour redevenir de l'eau. Et cette eau est réintroduite dans le générateur où elle sera à nouveau vaporisée et ainsi de suite. Dites donc, si tout fonctionne en circuit fermé, vous pouvez m'expliquer ce que c'est que ça? Quoi donc? Ça là, toute cette fumée qui sort de ces grosses cheminées. Ce sont des aéroréfrigérants, un simple système de refroidissement de l'eau par courant d'air. Et le panache qui s'en échappe n'est rien d'autre que de la vapeur d'eau. Ouais, présenté comme ça, l'eau, la marmite, la vapeur, ça a l'air bien inoffensif une centrale nucléaire. Et pourtant j'avais cru entendre quelques rumeurs. Il tuait les gens. Comme Tchernobyl. La centrale, elle s'est fissurée. C'est dangereux, ça. Ça a explosé. Ça a dégagé des fumées toxiques sur la ville. Un nuage toxique, ouais, qui s'est promené partout. Toutes les formes d'énergie sont dangereuses a priori, même dans la nature. La foudre, par exemple. Dangereux, la foudre. Le soleil. Dangereux, le soleil. Surtout si on reste exposé trop longtemps. L'énergie cinétique, ou la vitesse si vous préférez. Dangereux. En fait, la seule façon de limiter le danger lié à n'importe quelle forme d'énergie, c'est d'apprendre à la maîtriser. Mais revenons à nos atomes. Pour contrôler efficacement l'énergie nucléaire, il faut prendre beaucoup de précautions. Et tout d'abord, les précautions techniques. L'uranium est un produit radioactif. Il faut donc l'isoler par une série de barrières étanches. Dans le réacteur, ces barrières sont au nombre de 3. La première, c'est la gaine qui entoure les éléments combustibles. La deuxième, c'est l'enveloppe en acier spécial qui protège le circuit primaire. La troisième, c'est l'énorme enceinte de béton qui entoure l'ensemble du circuit primaire. Entre parenthèses, cette enceinte n'existait pas à Tchernobyl. Mais il faut malgré tout prévenir toujours une défaillance ou un accident au niveau du réacteur. À la moindre alerte, l'arrêt automatique est déclenché.
En moins d'une seconde, ces barres de contrôle descendent au cœur du réacteur et stoppent immédiatement la réaction en chaîne. Entre parenthèses, à Tchernobyl, le même dispositif mettait plus de 10 secondes à se mettre en place. Malgré tout, plus le temps passe, plus les méthodes et les matériaux se perfectionnent, plus l'expérience joue son rôle et plus les techniques deviennent sûres. Les techniques, je veux bien, mais une centrale, c'est comme un avion. Il y a des gens qui la pilotent. Et l'erreur est humaine. Dans une centrale, chacun a un rôle très précis, mais personne n'agit seul. Chacun a été formé longuement et s'entraîne dans des simulateurs qui sont la réplique exacte de la réalité. Mais comme 2 précautions valent mieux qu'une, le bon fonctionnement de la centrale est également surveillé par des centaines d'automatismes capables de déceler la moindre anomalie et de mettre automatiquement en œuvre les systèmes de sécurité. Est-ce que vous réalisez qu'en ce moment même, dans des dizaines de centrales, on est en train de gérer, en prenant 1000 précautions, une réaction nucléaire pour faire la vapeur qui fait tourner la turbine, qui fait tourner l'alternateur, qui fait l'électricité et tout ça, pour que vous puissiez avoir le plaisir de me regarder, comme ça, là, maintenant, dans le poste. Avouez quand même que ça valait la peine, non? Non? Allez, salut, et que l'énergie soit en vous. Les agressions à l'environnement sont aussi efficaces qu'innombrables. Et s'il y a agression, c'est qu'il y a agresseur. Alors, qui sont les coupables? J'attends, tout le monde est coupable. Le progrès se nourrit d'énergie, et il n'existe aucun moyen de produire cette énergie de façon complètement neutre pour l'environnement. Aucun. Oui, ça c'est ce qu'on dit. Parce que les énergies renouvelables, par exemple le soleil, le vent, c'est assez inoffensif tout de même, non? Les énergies renouvelables, parfaitement inoffensives au niveau des rejets dans l'atmosphère ou dans l'eau. Par contre, gros problème de rendement. Pour répondre aux besoins en énergie d'une ville comme Clermont-Ferrand par exemple, il faudrait recouvrir une bonne partie de l'Auvergne d'éoliennes ou de capteurs solaires. Et je vous laisse imaginer le paysage. Ah oui, je vois. Donc, pas d'avenir pour les renouvelables. Si. Les techniques évoluent. De plus en plus, on les utilisera pour équiper des sites isolés qui demandent peu d'énergie. Et puis surtout, les recherches continuent pour améliorer leur rendement, pour leur faire produire de plus en plus d'énergie en prenant de moins en moins de place. Ce sera sans doute très long, mais ça avance. Et les énergies fossiles? Le pétrole, le charbon, le gaz? Après tout, c'est naturel, ça vient du sol. Oui, mais quand on brûle ces énergies naturelles, et on en brûle beaucoup, il y a toutes sortes de substances nocives qui s'échappent dans l'atmosphère. Résultat, couche d'ozone, effet de serre, pluie acide, réchauffement de la planète. Ah oui, là, c'est grave. C'est grave, mais pas désespéré. Là aussi, on fait des progrès. Des carburants de plus en plus propres, de nouveaux systèmes de filtrage qui arrivent à réduire de plus de 80% les rejets toxiques. Et puis surtout, les recherches continuent pour trouver des procédés de combustion encore plus propres. Ce sera peut-être un peu long, mais ça avance. Et l'électricité? Pas de bruit, pas de fumée, pas d'odeur, propre, net, pratique, c'est vrai. C'est une énergie presque parfaite dans son utilisation finale. Par contre, c'est pendant sa fabrication que les problèmes se posent. L'électricité thermique classique nécessite la combustion de pétrole, de gaz ou de charbon, avec toutes les conséquences néfastes pour l'atmosphère. Et oui, bien sûr, mais aussi les mêmes perspectives d'amélioration à terme. Ce sera peut-être un peu long, mais ça avance. Et l'électricité hydraulique? Tout ce qu'elle demande, c'est une réserve d'eau et une pente. C'est naturel, ça. Pas forcément pour tout le monde. Les poissons migrateurs, par exemple. Ceux qui ont l'habitude de remonter les fleuves jusqu'à la source. Quand ils tombent sur un barrage, ah oui, en effet. Et puis si on n'y prend pas garde, la qualité de l'eau peut se dégrader, sans parler du paysage. Aïe, 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 c'est vrai ça. Mais on a fait et on continue de faire beaucoup de progrès.
On sait maintenant préserver les milieux naturels en amont et en aval du barrage, en installant par exemple des escaliers ou des ascenseurs pour les poissons. Et on arrive même à se rendre utile en se servant des réserves d'eau comme d'un régulateur en période de crue ou de sécheresse. Et puis surtout dans l'avenir, la technologie hydraulique prendra une très grande place dans le développement des pays les plus défavorisés. Ce sera sans doute un peu long, mais ça avance. Le nucléaire alors, c'est le procédé de production d'énergie le plus utilisé en France. Et de loin, le plus neutre pour l'environnement. Ah bon? Eh oui. Le circuit primaire où a lieu la réaction nucléaire est entièrement clos et n'entre jamais en contact avec aucun autre élément. Les rejets sont quasiment inexistants. Ils se limitent à une très faible radioactivité, très largement inférieure aux normes fixées par la législation. Depuis que la France développe son programme électronucléaire, elle est devenue le pays d'Europe où l'air et l'eau sont les plus purs. Ouais, ça nous fait beaucoup de verre tout ça. Mais j'ai l'impression qu'on oublie quelque chose d'important. Les déchets radioactifs. Sur la totalité des déchets d'une centrale, 90% présentent une activité à vie courte, quelques dizaines d'années. Ils sont conditionnés, noyés dans du ciment ou du bitume, enfermés dans une structure en béton et enterrés dans des endroits spécialement choisis jusqu'à ce que leur radioactivité disparaisse complètement. Par sécurité, ils seront surveillés pendant 300 ans. Les autres déchets, à vie moyenne ou longue, sont conditionnés, entreposés dans des puits spéciaux et surveillés par la COGEMA. La quantité de ces déchets est extrêmement faible, 3000 mètres cubes en l'an 2000 pour toute la production électronucléaire française. Aujourd'hui, les recherches portent sur le conditionnement et le retraitement de ces déchets et la mise au point de laboratoires souterrains pour un stockage futur dans les couches géologiques profondes. La conclusion évidente, c'est qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise énergie. Elles ont toutes leurs qualités, leurs défauts et la possibilité d'être toujours améliorées. Toutes les recherches vont dans le sens d'une hypothétique perfection. Ce sera sans doute un peu long, mais ça avance. Allez, salut, et que l'énergie soit en vous.